C'est normal, depuis tout à l'heure, ils sont frustrés, je tiens à préciser. Non, mais ça, on ne peut pas poser des questions quand on cause, c'est pas possible. Moi, je le fais plus. Hein. Moi, je cause et j'arrête et on me pose des questions. Mais qu'on me pose des questions pendant que je cause, je suis pas d'accord. Parce que Erwan, il demandait si on allait faire tout le temps la formule. Non, on ne change pas la formule, c'est exceptionnel. Bon, vas-y, j'écoute et je vais répondre. Alors déjà, on nous dit, on nous demande, alors bon, il y a pas mal de questions sur le fait que, est-ce que la science, alors attends, je vais retrouver parce que il y a tellement de questions et de trolls en même temps. Voilà. Déjà, tu sais, voilà, les hommes qui n'ont foi qu'en la science se retrouvent toujours cloîtrés entre l'espace et le temps. Ça, c'est Zinzel qui nous dit ça. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que cloîtré entre l'espace et le temps? L'espace et le temps, c'est-à-dire que Einstein a une vision pratiquement du temps qui n'existe pas. Hein, et il parlait d'espace-temps. Et il parlait en fait, il disait que l'espace et le temps, c'était la même chose. Bon, Prigogine, il a montré qu'il y avait une flèche du temps et qu'il y avait un passé et un avenir, et il l'a prouvé, donc il y a un passé et un avenir. Point, voilà, ce qu'il y a, tel que tout le monde était il y a 5 minutes, on ne reviendra pas dans l'état d'il y a 5 minutes. Alors par exemple, ta Chrétien de droit, il dit le mensonge scientifique actuellement, c'est par exemple la théorie du réchauffement climatique d'origine anthropique. On n'est pas sorti de l'auberge en plein effondrement du système financier international. Ça c'est pareil, c'est présenté comme une vérité scientifique, mais qui est contredite dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est l'histoire du réchauffement. Bien sûr, on s'aperçoit que le mensonge, malheureusement, s'est investi partout. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette société est complètement dégradée et que la science en a pris un coup, parce que on instrumentalise, ou on instrumente plutôt, pour parler français, on instrumente la science. Maintenant, on a vu hein, les mecs qui gouvernent, ils ont dit « Oh merde, on dit que c'est de la science et tout le monde va nous croire ». Donc ils se sont dit « Tiens, ça c'est chouette, on va pouvoir leur raconter toutes les balivernes ». Donc malheureusement, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, parce que à force de raconter des balivernes, on ne croit plus en rien. Alors cette histoire de réchauffement climatique, alors c'est un peu n'importe quoi, parce que quand tu regardes les températures réelles, tu vois qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi ils ont été inventés un truc pareil? Il n'y en a pas. Là, pour l'instant, on est dans un refroidissement plutôt, et que on a vu que, moi qui m'intéresse au Moyen-Âge, je peux vous en parler, parce que on voit qu'il y a des cycles de température, et qu'au XIIIe siècle, on cultivait la vigne dans le nord de l'Angleterre, et il y a un scientifique, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a écrit un livre maintenant très connu, qui est utilisé par tous ces gens, des réchauffistes, pas les réchauffistes, ceux qui les critiquent, hein, et qui a étudié la température par la date des vendanges. C'est facile à faire, hein, tu vois. Tous les vignerons, ils disent voilà, j'ai vendanger telle date, telle date, telle date, telle date, c'est consigné dans des livres, et qu'il a été retrouvé tout ça, et il a vu que au XIIIe siècle, on vendangeait beaucoup plus tôt que maintenant, et qu'il a vu, selon les dates de vendange, des variations, et que tout le monde connaît que pendant il y a 30 000 ans, il y avait une période glaciaire, que les glaciers étaient descendus pratiquement au niveau de la Garonne. Donc on voit bien qu'il y a des cycles de température qui sont des cycles naturels, et que là, l'histoire des réchauffistes, elle tient pas tellement debout, alors ils nous prennent la tête avec ça. Il y a un but sous-jacent là-dedans, politique, puisque finalement, eux, ils instrumentent tout là, maintenant, parce que pour garder le pouvoir, il faut que tout soit mis dans une croyance qui finalement va finir par une croyance dogmatique, c'est tout. Voilà. Alors on nous demande, est-ce que tu connais, ça c'est Malkazer qui demande, Marilène Patoumatis, qui est apparemment une directrice de recherche au CNRS et préhistorienne, qui remet en cause de toutes tes affirmations, c'est ce qu'il me dit. Tu connais pas, non?
Non, je connais pas. Alors là, on parle, si n'importe qui peut tout remettre en cause. Ce que j'ai exposé, c'est la connaissance sociale, c'est-à-dire la connaissance communément admise. Ouais. Ça ne veut pas dire que certains, tout seuls, peuvent dire « Ah ben non, c'est pas vrai ». Bon, maintenant, elle a à faire la preuve que ce qu'elle avance, c'est vrai, et pas seulement faire la preuve elle-même, mais c'est que d'autres puissent faire les mêmes expériences, puisque la science, c'est l'expérimentation et la reproductibilité. Alors, s'il se trouve dans un congrès qu'il y ait 150 paléontologues qui disent la même chose qu'elle, bah, on serait plus porté à croire que ce qu'elle dit tout seul, ce qui ne veut pas dire ce qu'elle dit est forcément faux, quoi. Alors, il y a une super question. Il y a quelqu'un qui nous dit, par rapport, d'où vient la limitation du développement du savoir, par exemple, excepté financier, alors que le savoir est censé être à la disposition de tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des parties de savoir qui sont conservées, qu'on ne met pas à disposition. La plupart des gens n'ont pas de notion de droit, d'économie, des choses assez basiques finalement. Aujourd'hui, avec Internet, on s'est renseigné tout seul. Mais bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. C'est une question fondamentale. Il y a plus. Alors effectivement, on s'aperçoit que l'évolution des technologies, j'ai fait un article là-dessus qui a même été reproduit par Égalité et Réconciliation. T'as qu'à voir, pour qu'ils reproduisent mes articles, faut le faire quand même. Bon, et donc qui est sur la science et la technologie. La science et la technologie ne connaît pas de mouvement linéaire, jamais vu. Ça fonctionne par bond. Il y a des périodes où ça avance, et puis il y a des périodes même où ça recule et que le savoir se perd. On va parler des grandes cathédrales, et puis on a parlé de cette période après la fin de l'Empire romain, où on avait même perdu tous les savoirs venant de l'Antiquité. Donc voilà. Alors, la connaissance et les technologies peuvent ne pas avancer pour des tas de raisons. On a vu qu'au XIVe siècle, tout s'était effondré à cause de la peste et de la guerre. Donc les gens, ils avaient d'autres chats à fouetter que d'aller améliorer les choses. Et que, alors aujourd'hui, et bien évidemment, aujourd'hui, on assiste à un arrêt quasiment du développement des sciences et des technologies, pour des raisons qui sont parfaitement descriptives et qu'on a pu décrire quand on a fait une description de la finance. On a vu par exemple des grandes avancées, une des plus grandes avancées de la science et de la technologie, c'est la fin du 19e siècle. Là, on a vu qu'en 30 ans, on avait tout inventé. La radio, la bagnole, l'avion, etc. Ma grand-mère, elle est née en 1887, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas d'avion. Quand elle est morte en 1978, on avait marché sur la Lune. Mort de rire. Mais bon, on a dit qu'on avait marché sur la Lune. Mais bon, il y avait au moins des fusées, il y avait des avions, il y avait des tas de trucs. Donc ma grand-mère a connu un bouleversement technologique que moi j'ai pas connu, parce que quand je suis né, il y avait des voitures, des frigos, des bagnoles, c'était les mêmes que maintenant. Il n'y a pas grand-chose. On a dit qu'il y avait des ordinateurs, mais c'était des gros trucs. Là, tous, on a réussi à les réduire. Pendant ce temps, on a inventé le laser, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu de grandes inventions qui ont été faites dans la dernière partie du XXe siècle et maintenant. Si tu compares à tout ce qui a été inventé au 19e siècle. Tu veux dire qu'en fait, c'est juste une évolution de ce qui a déjà été inventé, mais il n'y a rien eu de... Voilà, c'est de la technologie, mais il n'y a pas des grands principes scientifiques. Internet, quand même. Internet, c'est quoi? C'est qu'une technologie. C'est qu'on a connecté les ordinateurs en utilisant le téléphone. Le téléphone, c'est belle. Je ne sais pas en quelle année... Ça nous ramène au 19e siècle, le téléphone. C'est-à-dire que le télégraphe, tu passais des bits au télégraphe. Là, c'est pareil. Tu passes des bits, mais tu les passes plus vite, quoi. C'est tout. Tu vois que c'est une espèce de télégraphe plus rapide. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, la science et la technologie n'avancent pas parce qu'on ne met pas d'argent.
Pourquoi on ne met pas d'argent? Parce que c'est plus simple de gagner du pognon en plaçant sur des plateformes financières, en spéculant sur les matières premières. Hein. Là, tu gagnes beaucoup de fric. Hein. C'est même énorme. Hein. Hein, tu vas mettre 100 millions, il faut mettre 100 millions. Si tu n'as pas 100 millions, tu ne vas pas rentrer. On va dire non. Alors si tu as 100 millions, hein, tu vas les mettre et en 2 mois, tu vas en avoir 300. Quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Et donc les gens qui ont 100 millions et qui ont fait par le passé de l'argent avec de l'industrie, se disent, bah non, je ne vais pas m'emmerder avec ça, avec des employés, des gens qui vont faire la grève, qui vont m'emmerder. Non, voilà. Donc la science et la technologie est donc stagnante. Et en plus, il y a des aspects politiques. On sait très bien, tu as eu Petit, c'est Jean-Pierre Petit, il vous a parlé d'énergie libre. Moi, j'aurais pu, d'ailleurs, j'aurais bien aimé le rencontrer. Et j'ai fait un article sur les technologies en déshérence. Hein, donc il y en a beaucoup, c'est Jean-Pierre Petit qui les a décrites. Il y a des tas de technologies aujourd'hui qui sont prouvées, qui ont des brevets, mais qui sont laissés de côté. Et tout ce qui concerne l'énergie libre, parce que, évidemment, il faut acheter du pétrole, parce que tout le système financier aujourd'hui est basé sur le pétrole. T'enlèves le pétrole, t'as plus les États-Unis, t'as déjà un pays qui disparaît. Tu vois, d'emblée, si t'enlèves le pétrole et le dollar. Donc, tu vois, ils sont foutus. Ils vont plus pouvoir envoyer leurs snipers en Ukraine. Ah, leurs snipers en Ukraine, ils ont des petites ailes dans le dos. Là, en ce moment, ils sont pas montés au ciel, ils sont plutôt là-bas en enfer. Mais bon, et on voit bien que la science et la technologie, elle est liée aussi à l'intérêt que ça peut en avoir. Je donne encore un exemple rapide. Pendant l'Antiquité, il y avait des gens qui pensaient, mais la technologie était très peu développée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esclaves. Donc on disait, pour moudre le blé, t'as un mec qui tourne, et puis voilà. Donc tu avais la main-d'œuvre humaine, et donc la société antique était basée sur la guerre. Les Romains faisaient la guerre pour amener les esclaves, pour faire bosser les esclaves dans les champs. C'était ça l'activité. Tandis que à partir de l'époque féodale, et quand tout ce système antique s'est effondré, avec les grandes invasions, eh bien non, il n'y a plus d'esclaves. Donc on a enlevé les esclaves, donc il fallait bien trouver des moyens pour faire travailler. C'est là qu'on a inventé des systèmes avec la roue, avec les marteaux pilons et tout le bazar. Donc là aussi, la technologie tire la science. Et la technologie, elle est utilisée si on en a besoin, en fait. Hein. Si on en a besoin, ou si on va investir. Donc là, nous sommes on va dire, dans une double impasse sociale. Alors, on parlait tout à l'heure de l'embranchement et du 11 septembre. Mais l'autre impasse sociale est l'affaissement à la fois de la recherche qui est utilisée à des fins politiques, on vient de le dire, à la fois de la recherche et de la technologie dans laquelle on n'investit plus. Hein, aujourd'hui, les voitures devraient voler, il ne devrait plus y avoir de pneus. Moi, quand j'avais 15-16 ans, je pensais que là, à notre époque, les voitures n'auraient plus de pneus. C'est pas possible qu'elles aient des pneus, que la bagnole d'aujourd'hui, c'est la même que la voiture d'il y a plus de 100 ans, c'est la même. Elle n'a pas changé. Et donc, je me souviens d'avoir vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour moi, c'était fantastique, le film de Kubrick, tu vois. Mais en 2001... Au niveau des technologies nouvelles, il y en a qui nous disent, par exemple, les imprimantes 3D, la biomécanique, les satellites. Il y en a un peu. Il y a un peu de technologie. Mais si on compare au bond qui a pu être fait à la fin du 19e siècle, c'est un peu maigrichon. Les imprimantes 3D, ouais. Il y a quelques trucs. Il paraît que les imprimantes 3D, c'est ce qui va arriver bientôt dans nos vies. On nous parle d'une révolution aussi puissante que celle des ordinateurs, avec les imprimantes 3D. Parce qu'on pourra, paraît-il, faire à partir d'imprimantes 3D. Oui, peut-être, effectivement. Mais Jean-Pierre Petit t'a parlé
des systèmes antigravitationnels. Ouais, et À partir du moment, aussi, ouais. à partir du moment où tu arrives à maîtriser la gravitation, tu changes tout. Ta bagnole, tu enlèves les roues, tu vois, déjà. Et que le train, il n'a plus de roues non plus. Et que tout va se déplacer avec une énergie moindre, parce que tu n'as plus les frottements, hein, etc. Et que si tout marche en lévitation, tous tes moteurs, il n'y a plus de roulement à billes. Oui. Tu vois, et donc, tu fais un bond technologique considérable qui est identique au bond technologique qui a été fait à la fin du 19e siècle avec l'invention d'électromagnétisme, de la radio et de tout ça, si tu veux. Donc, on peut faire des bonds technologiques compressants et que finalement, avec la lévitation, puisque le grand bond technologique à venir, c'est la lévitation. Hein, la lévitation, c'est-à-dire la maîtrise de la gravité. Tu vois, ce sera le grand bond. Le grand bond, c'est-à-dire on va changer complètement les technologies et que effectivement, bon, l'imprimante 3D, pourquoi pas. Je ne sais pas si on arrivera à faire des maisons solides, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est la technologie prospective et extrêmement intéressante et que évidemment, l'électricité, Jean-Pierre Petit a dû vous parler que l'électricité, on peut la puiser de l'espace. Oui. Hein, voilà, parce qu'on est dans un champ magnétique, la Oui. Terre. Et on sait que quand on fait mouvoir un aimant dans un champ magnétique, on crée du courant. Donc on devrait pouvoir, comme le pressentait Tesla et comme peut-être qu'il l'a fait, on devrait pouvoir prélever de l'électricité gratuite. Mais alors là, t'as les autres avec leur pétrole, ils vont te coller une balle dans la tête. Là. Bah, on se souvient de la fameuse oui. phrase. Alors attends, c'est qui? Je sais plus c'est quel grand financier qui. Je crois que c'est Rockefeller qui finançait les travaux de Tesla et qui lui a parlé, lui a dit bon ben non, ben là voilà, je vais distribuer l'énergie gratuite. Il lui a dit mais où est-ce qu'on met le compteur? Ouais, ah bah non, il n'y a pas de compteur. Balle dans la tête, c'est terminé. Il n'y a pas de compteur, t'es mort. Hein. Alors il y a une question là. Alors là vraiment pour toi, regarde ça. On me dit, il me semble que justement le problème actuel de la science est qu'elle limite l'étude aux phénomènes compréhensibles par le paradigme actuel, occultant tous les sujets observés mais inexplicables, ovnis, mémoire de l'eau, alors que Benveniste, puis maintenant Montagnier, c'est toi qui m'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça. J'ai bossé avec Benveniste, c'était mon pote. Voilà, c'est pour ça. J'ai bossé sur la mémoire de l'eau. C'est pingouin nucléaire. C'est un Benveniste est vraiment l'exemple à mettre en place, l'exemple sur les heures et les malheurs de la science. Bon. Benveniste, j'ai travaillé dans son labo, et que lui, il a trouvé donc que l'eau avait une mémoire, c'est-à-dire qu'en diluant en diluant un médicament par exemple, hein, mais le problème c'est qu'il était payé par les laboratoires homéopathiques et qu'on a dit ah ouais mais il est payé, bon il a trafiqué ce truc. Et donc en diluant, finalement, il n'y avait plus de traces du produit, mais qu'il y avait encore l'effet du produit. C'était ça, la mémoire de l'eau. Et donc il a fait ses expériences et il a été même publié dans Nature. Donc Nature, quand tu publies dans Nature, t'es le cador, ce que tu as dit, c'est la vérité vraie. Et puis, il y a d'autres chercheurs, notamment aux États-Unis, qui ont essayé de reproduire ces expériences et qui prétendent ne pas les avoir pu les reproduire. Et donc à ce moment-là, on a dit Benveniste c'est un escroc. Voilà, c'est que la science, c'est la reproductibilité. Alors pourquoi on n'a pas pu reproduire les expériences de Benveniste, je ne saurais le dire, parce que c'est justement à l'époque où j'ai quitté le CNRS, et que j'ai quitté le CNRS parce que c'était des enfoirés, et qu'ils me piquaient mes travaux, et qu'ils publiaient derrière mon dos. Donc moi j'ai dit, écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter que de bosser pour vous. Donc voilà. Et donc j'ai quitté tout ça, j'ai quitté Benveniste et tout ce bazar. Mais voilà. L'histoire de Benveniste, c'est que, soi-disant, personne n'a pu reproduire ses travaux. Reproduire ses expériences. Alors justement, il y a une question super intéressante de Vérité qui nous demande, la technologie a-t-elle une limite?
Ah mais ça je trouve c'est une question de fond parce que tu sais là on rejoint un peu la pensée d'Einstein sur la nécessité que la science on va dire se pose elle-même des limites que lui appelait justement les limites dans la religion et qui disait que sans la Alors, je sans sais la religion pas. la science ce serait de la folie. Voilà. Ouais, alors moi je suis athée, hein, vous savez, donc la religion. Alors, je sais pas ce que c'est. est-ce que la Je peux technologie... répondre. Ouais, bah justement, Attends, voilà. Parce qu'il demande J'ai cette... la réponse, je vais la répondre. ouais. D'abord, la technologie, c'est pas forcément la science. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la science, c'est aussi la connaissance, par exemple, de l'univers. Hein, savoir qu'il y a telle ou telle galaxie, ben c'est pas. T'as besoin de la technologie pour le savoir, mais c'est pas de la technologie. La technologie, c'est la science appliquée, c'est l'ordinateur, c'est ce qui nous sert. C'est peut-être, ça va être l'antigravitation ou l'énergie libre, etc. Ça, c'est de la technologie qui peut venir de la science. Qui est une limite, je ne saurais le dire. C'est leur lire dans le Nord de Café. Moi, je m'appelle pas Madame Soleil. Je sais pas. Qui est une limite dans la technologie. Je vois pas pourquoi il y en aurait. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent, hein, depuis l'Homo habilis avec son chopper. Maintenant, on voit que à l'époque de l'Homo habilis, chaque Homo habilis était capable de faire son chopper. Aujourd'hui, chaque humain est incapable de faire ce qu'il utilise. Incapable. Hein. Voilà. Même moi qui sais comment tout marche, je serais incapable. D'ailleurs, je sucre les fraises, je ne sais plus souder, donc je serais incapable de faire quoi que ce soit. Donc on est incapable de ça, et que la technologie, elle est entièrement socialisée aujourd'hui, entièrement socialisée. Tu prends, par exemple, une bagnole, il y a 5000 pièces dans une voiture. Tu vois, 5000 pièces, et que il y a à peu près, j'ai calculé, pour PSA, il doit avoir à peu près entre 500 et 1000 sous-traitants qui fabriquent un bouton de porte, un machin, un truc, tu vois un peu la complexité. On est dans l'hyper complexe et dans la socialisation totale de la technologie. Donc, la socialisation, on n'a pas été au bout. On n'a pas été au bout, mais on va aller plus loin avec l'Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, la socialisation va dépasser les bornes de la proximité pour aller vers l'ensemble. Donc on ira plus loin. Maintenant, sur la connaissance du monde, il y a forcément une limite. Il y a forcément une limite qui est due à l'instrument d'observation. Donc, on nous dit qu'il y a eu un Big Bang. Hein, il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a l'univers qui s'est créé à l'instant T. À un moment donné, paf, il y a eu l'univers qui est parti en explosion. Et donc, il y a eu au départ une espèce de soupe d'énergie. Il y a eu un événement, comme nous raconte l'ami Prigogine, qui fait que tout ça a explosé et que l'énergie qui était rassemblée dans une seule soupe, c'est dissocié en grains qui sont devenus les atomes, puis dans les atomes, il y a différentes particules. On sait que maintenant un atome est divisé en... Je ne vous les citerai pas parce que je l'ai oublié, mais là, il y a une espèce d'agglutination d'énergie qui a créé la matière. Bon, voilà. Mais il est impossible d'aller au-delà du Big Bang. Personne n'observera jamais ce qu'il y avait au-delà de l'instant T. Personne. Personne. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est le bon Dieu. Bon, je dis, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez dire que c'est le bon Dieu. Moi, je dis, c'est pas le bon Dieu, c'est n'importe quoi. Personne ne pourra nous départager, c'est complètement impossible. Alors, il y a le problème du déiste et de l'athée vis-à-vis de la science. Hein. Le déiste va dire tout ce qui est méconnu, je mets le bon Dieu comme un joker, et l'athée comme moi dit tout ce qui est méconnu, bah, c'est méconnu. Méconnu, je connais pas. Il y a des tas de choses que je méconnais. Hein. Par exemple, il y a 2 ans, je connaissais pas Patrick Donte. Pourtant, il existait. Il existait il y a 2 ans. Donc il y a des tas de choses qui existent que je connais pas.
Maintenant, je sais qu'il existe, je l'ai objectivé, je sais, il est là à côté, voilà. Donc, il y a des éléments qui sont définitivement méconnaissables et que les déistes ont des grands jours derrière eux, tous ceux qui croient en Dieu, vous allez pouvoir croire en Dieu jusqu'à la fin de vos jours et éternellement, justement, et placer Dieu là où c'est méconnu. Voilà. Alors on me demande à quel point la technologie dépend-elle des intérêts de l'industrie? J'en ai parlé, évidemment, à quel totalement. C'est-à-dire que toute la technologie, en fait, là, pour le moment, en fait, elle est justement basée que pour satisfaire l'industrie. Il n'y a pas en fait, à quel point cette technologie, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle ne sert pas vraiment l'intérêt de l'humanité en soi. Elle sert que des intérêts industriels, financiers, économiques. Alors, il faut faire déjà la part des choses. Il y a les intérêts de l'industrie et l'intérêt de la finance. Là, justement, on pleure parce qu'il y a de moins en moins d'industrie et que les financiers, eux, préfèrent investir dans la finance, on a vu, plutôt que dans l'industrie, et c'est pour ça qu'il y a une décroissance et que même il y a des idéologues malthusiens qui vont mettre en avant la décroissance pour dire tout ça, l'industrie c'est des conneries, il ne faut plus en faire, il faut revenir à l'âge de pierre, parce que finalement eux de leur côté ils vont continuer à jouer en bourse et machin. Donc je sais pas, j'avais cité la phrase d'un banquier anglais disant que c'était bien la finance parce qu'au moins ça polluait pas, il n'y avait pas d'ouvriers, donc c'est pas emmerdé, tu vois, tu prends le pognon, c'est comme la multiplication des pains de Jésus-Christ, tu mets du pognon, tu en fais du pognon sans rien faire. Donc pour eux c'est le pied, quoi, tu vois. Bon, mais l'industrie, elle, si tu veux, elle produit des produits consommables. Alors, je sais bien, il y en a plein qui vont hurler, mais la consommation fait avancer l'industrie, fait avancer l'humanité, et que aujourd'hui, l'espérance de vie des gens a quand même été multipliée, je parle dans les pays industriels justement, et que, y compris, moi je sors d'un cancer. Mais par contre, il n'est pas démontré que dans certains pays non industriels, on vive moins longtemps. Ça aussi, c'est un paradigme. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple. Dans les îles Tonga, ou tu vois, au fin fond des îles justement où on a du mal à recenser, mais rien ne nous dit que dans ces contrées-là, on vive moins longtemps qu'ici. On sait qu'en Occident, on a des statistiques, et on sait en plus, c'est de moins en moins vrai qu'on va vivre plus longtemps en Occident en plus. Jusqu'à présent, on vit plus longtemps. Je donne moi mon exemple personnel. Avec tous les additifs qui nous foutent, les chemtrails et les... Un cancer extrêmement grave, puisque la tumeur que j'ai eue au poumon était de la taille d'une ange, 80 mm de diamètre, et quand on m'a amputé de la moitié du poumon droit, donc là, si je vous montrais, sans enlever ma chemise, vous verriez que je suis zébré comme un chevalier du Moyen-Âge qui a reçu des coups d'épée, et que il y a, je sais pas moi, il y a même pas 10 ans, mon père est mort d'un cancer, il y a 10 ans je serais mort. Moi quand j'ai été à l'hôpital, c'est une montagne de technologie qu'on m'a mis dessus. Une montagne de technologie incroyable. Avec tous les gens, il y avait des tuyaux partout, des machins, des machines, des ordinateurs, ça clignotait dans tous les sens. Voilà. Et je suis vivant. Et je peux vous casser les pieds grâce à la technologie et à l'industrie. Et à l'industrie, parce que l'industrie des monitoring, l'industrie de l'hôpital, des scanners, les RMN et tous les systèmes d'investigation qu'on m'a fait, je suis passé dans des tas de machines. J'ai été étonné, tu rentres dans des tunnels, paf, tu sais, puis tu ressors l'image, tu vois ta putain de tumeur, oh la vache, tu meurs, c'est bien dit. Donc, des oiseaux. Quand même, la technologie et l'industrie, pour moi, c'est quelque chose de positif, parce que, en fait, la technologie est régulée par la consommation. Si tu fais une connerie, tu n'es pas obligé de l'acheter. C'est Coluche disait, je sais pas, il a dit un truc comme ça, si personne n'achetait des merdes, elles n'existeraient pas.
Donc chacun est responsable et libre de consommer ou de ne pas consommer. Ben, moi je suis bien content d'avoir consommé de la machinerie hospitalière. Je veux dire, sinon, là aujourd'hui, je serais peut-être dans une boîte. Parce que mon père, entre le moment où on lui a diagnostiqué son cancer et la boîte, ça s'est passé 6 mois. Hein, il y a des proches, il a dit Noël au scanner, pas que au cimetière. Donc c'était 6 mois, voilà, moi ça va. Hein. Moi on m'a diagnostiqué. Non mais la technologie dans la santé, ça je pense que personne ne puisse le remettre en cause. Je pense que les gens quand ils remettent en cause les limites de la technologie, c'est dans la nocivité des technologies militaires, des technologies qu'on utilise dans l'agroalimentaire, des technologies. Mais bien sûr, mais ils sont pas. De tous les jours d'ailleurs, on en parlait avec l'Ardico, nos emballages, etc. Des choses très simples qui sont empoisonnées. Et qui sont empoisonnés, faut combattre ces trucs-là, faut pas l'acheter, faut boycotter, et il faut, voilà, mais bien sûr, tant que ça se vend, hein, le type il vend de la merde, tant que ça s'achète, il va la vendre, si personne l'achète, il va plus la vendre, voilà. Il y a Libertad qui nous dit, est-ce que tu connais les moteurs Minato japonais qui alimentent les usines d'électricité avec un principe d'aimant, mais ils sont produits en grande quantité, mais uniquement au Japon? Il ne pose que des questions qui sont exactement dans mes spécialités. Ah ben on connaît. Tu vois, mais voilà, mais moi je connais pas. Alors parle-nous un peu de ça. C'est quoi ces moteurs? C'est des moteurs Minato. Tu vois, ils sont renseignés. J'ai étudié ça à fond, vraiment à fond, parce que donc moi j'étais industriel après avoir fait de la recherche et avoir eu le prix Nobel de médecine en 1980. C'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est quand même sur mes travaux que le professeur Dosset a eu le prix Nobel de médecine en 1980. Donc pour ça je me suis barré. Et puis donc j'ai monté des différentes boîtes de technologie. Je parlais d'analyse de traitement d'image, de caméras spécifiques à traitement automatique. Et puis je suis encore dans le business, dans les affaires. J'essaye de gagner du pognon, et j'essaye de gagner du gros pognon en faisant comme les autres qui arrivent à faire la multiplication des pains comme Jésus-Christ. Bon. J'essaye, je suis sur le point d'y parvenir. Et donc, si j'y parviens, je vais recréer une boîte qui va faire de l'expérimentation des technologies en déshérence. Pas difficile. Bon. Il suffit de prendre des brevets, il y en a partout, et de reprendre reproductibilité et de refaire ça. Donc à un moment donné, à la fin de mon entreprise, j'ai essayé de travailler sur la répulsion magnétique, comme fonctionne le moteur Minato. D'ailleurs, j'aurais pu vous amener des aimants, j'en ai chez moi. Donc c'est simple, un moteur, ça fonctionne par attraction magnétique. Et on voit que pour qu'il y ait attraction magnétique, il faut que les distances entre les deux pôles différents, nord et sud d'un aimant, soient proches. À ce moment-là, paf, ça se rapproche. Et donc, tu fais un moteur en décalant, si tu veux, le pôle, en faisant tourner le pôle de l'aimant. Alors, c'est des moteurs à aimant permanent. Bon, il y a différents types de moteurs. Si on prend le moteur à aimant permanent, tu vas décaler le pôle et faire tourner le moteur. Mais ton rotor va tourner par attraction du pôle du stator qui va se décaler. Tu as le rotor et tu as le stator. Voilà. Donc ça, c'est le moteur classique, dit moteur synchrone ou moteur pas à pas. Bon. Minato, lui, il se base sur un autre principe. Si on prend deux aimants, non pas d'un pôle différent qui va s'attirer nord-sud, mais d'un pôle identique, nord-nord, à ce moment-là, il y a répulsion. Et donc, il suffit de faire l'expérience, vous prenez deux aimants, vous les mettez sur des roulettes, et quand vous les rapprochez, vous les lâchez, ils vont aller plus loin. C'est-à-dire ils vont faire un travail, ce qu'on appelle un travail en termes de physique, c'est-à-dire la masse multipliée par la distance qui a été faite, on appelle ça un travail, qui a la forme W, et donc évidemment
que le travail qui est fait par répulsion est plus important que le travail qui est fait par attraction. Donc Minato s'est dit, au lieu de faire un moteur dont les pôles nord-sud vont s'attirer, je vais faire un moteur dont les pôles nord-nord ou sud-sud vont aller en répulsion. Donc il a mis ces pôles en biais, et finalement, alors c'est un peu compliqué, parce que quand on rentre dans un champ magnétique, évidemment il y a une répulsion, et bon, alors il faut juste couper le champ magnétique au moment où l'aimant y rentre, on le coupe juste à un moment bref, après on remet le champ magnétique, parce qu'on a mis un électroaimant, et à ce moment-là il y a répulsion, c'est-à-dire qu'on a envoyé une pichenette, si tu veux, et donc tu as l'énergie cinétique qui va jouer.